La France, sans ambition et sans haine, est essentiellement pacifique. Mais l'expérience du passé et les menaces d'une invasion brusquée l'ont obligée à organiser sa défense. En janvier 1930, le ministre de la Guerre, Maginot, fait voter les crédits nécessaires à la fortification de la frontière. Les forteresses se dissimulent dans les profondeurs du sol, d'où émergent les coupoles des casemates blindées qui laissent passer les tubes de leurs canons. En avant se dressent des réseaux de barbelés, des rails anti-chars. Ce sont les seuls signes extérieurs qui peuvent déceler l'existence des ouvrages fortifiés. Nouvelle stratégie de la guerre moderne. Les forts sont invisibles, contrastant avec ceux d'autrefois qui, conservant la tradition des châteaux du Moyen-Âge, dominaient les hauteurs de leur masse imposante. Les troupes quittent les baraquements où en temps normal elles sont casernées et pénètrent dans l'ouvrage par une entrée dissimulée. Protégées par une armature de béton et d'acier, les forteresses, dont les ouvrages s'enfoncent profondément dans le sol, sont invulnérables à toute agression. C'est une véritable ville souterraine, à la fois un arsenal, une usine et une caserne. Des cuisines, des réfectoires, des lavabos y ont été installés avec tout le confort moderne. Une centrale électrique fournit l'éclairage, la force et le chauffage. Une puissante machinerie qui au loin va puiser l'air frais par l'intermédiaire d'une canalisation camouflée permet de lutter, avec l'aide de systèmes compresseurs, contre les gaz toxiques. Au poste de commandement, les officiers reçoivent les renseignements par téléphone des observateurs qui se trouvent dans les abris bétonnés et transmettent immédiatement les ordres de tir au blockhaus. L'alerte est donnée. Dans les dortoirs, où l'on est assuré d'un repos absolu, quelle que soit la violence des bombardements, les hommes déjà debout s'équipent. Des différents postes arrivent les ordres qui sont transmis par l'intermédiaire de centraux téléphoniques. Un train électrique qui sert également au transport des vivres et des munitions conduit les troupes jusqu'aux ascenseurs par lesquels ils gagneront les organes de tir. Et chaque homme occupe bientôt son poste. Dans des coupoles pareilles à celles des grands navires de bataille, des pièces à longue portée entrent en action, en même temps que d'autres canons braqués à de moindres profondeurs et maniés par des servants rigoureusement entraînés. Les tirs combinés de ces pièces avec celui des mitrailleuses opposent un front de feu ininterrompu à l'avance de l'ennemi. À l'intérieur de la forteresse, les munitions quittent les soutes et gagnent par trolley les monts de charge qui desservent les postes de combat. Par la complexité de son armement et de ses installations mécaniques et électriques, le service des ouvrages de la ligne Maginot est en tout point comparable à celui d'un navire de guerre. La garnison, spécialement constituée pour servir dans ces forts, est composée de plus de 200 000 soldats, pour la plupart de véritables techniciens. De la Suisse à Dunkerque, sur une longueur de 965 km, des hommes veillent. Derrière la ligne Maginot, forteresse invulnérable, l'armée française reste l'une des plus belles, l'une des plus puissantes. Ainsi, la France, confiante en sa force, peut-elle espérer en la paix.